Nous avons le grand plaisir d'accueillir Jorge Marasic. Bonjour. Bonjour. Donc Jorge Marasic, c'est un historien chilien, arrivé en Belgique dans les années 70, donc réfugié politique, et il vit encore en Belgique aujourd'hui. Donc tu es professeur d'histoire de profession, donc, et tu es en train de finir une histoire de l'unité populaire. Donc l'unité populaire, c'est la coalition de gouvernement de Salvador Allende au Chili dans les années 70, de 1970 à 1973. Pourquoi on voulait parler de l'unité populaire? Donc, on va bientôt commémorer le 11 septembre prochain, les 50 ans du coup d'État contre cette unité populaire. Et il nous semble très important de commémorer cet événement pour trois raisons. La première, c'est que l'unité populaire, c'est vraiment une des expériences les plus remarquables de socialisme démocratique, donc de socialisme réel arrivé par la voie des urnes. La deuxième, c'est que le coup d'État en lui-même a ouvert la voie à presque 20 ans de dictature militaire très sanglante d'Augusto Pinochet, donc qui reste dans l'inconscient collectif même en Belgique parmi les grands dictateurs du XXe siècle, hein, avec Hitler, Mussolini, un des grands représentants de l'extrême droite historique. Et la troisième raison, c'est que Augusto Pinochet, dans cette dictature militaire, a décidé de mettre en place une des toutes premières expériences néolibérales. Donc en fait, pour mettre en place un gouvernement, il a fait appel à des économistes qui ont été formés à l'école de Chicago, de Milton Friedman, on les appelle les Chicago Boys. Et donc voilà, c'était la première grande expérience grandeur nature du néolibéralisme. Donc c'était il y a 50 ans. On peut dire que le néolibéralisme est en train de vivre ces dernières années, ou en tout cas est en train de décliner. Donc c'est quand même une idéologie qui a un demi-siècle déjà d'existence, en tout cas concrète. Donc tu vas nous éclairer tout ça avec ton regard d'historien. Je pense que le Chili a dit, et à juste titre, que c'était les laboratoires du néolibéralisme. Mais avant celle-là, le Chili a été le laboratoire d'abord d'une tentative de réforme pour éviter la révolution. Donc la gauche était importante au Chili. Et donc les États-Unis, et je l'ai dit à juste titre parce que j'ai examiné ce qu'on appelle les documents déclassifiés, et notamment l'administration Kennedy, on dit comment on peut éviter que les communistes, il appelait communistes tout le monde, hein, y compris les socialistes, enfin la gauche, gagnent les élections au Chili. Et alors, il faut appuyer un courant politique, pas de droite, parce que la droite, les peuples ne vont pas la suivre, mais qui fasse des réformes, mais qui encadre des gens pour éviter que les peuples ne deviennent communistes. Et l'exemple était l'Italie. Ça s'appelait la démocratie chrétienne en Italie, parce qu'en Italie, il y avait un grand parti communiste depuis la Deuxième Guerre mondiale. La démocratie chrétienne avait plus ou moins, avec la CIA, il faut le dire, mais avait empêché que les communistes n'arrivent au gouvernement. On disait, au Chili, il faut faire à peu près la même chose, et on mit les paquets pour soutenir les partis démocrates chrétiens au Chili, qui s'étaient créés en 1958. D'ailleurs, il y a un prêtre belge, Roger Weckemans, un jésuite, qui est arrivé et qui a été le grand idéologue de ces partis démocrates chrétiens, qui a joué un rôle important. Et qui a conçu son plan. Il fallait une réforme agraire, donc une certaine redistribution des richesses, mais tout cela dans un contexte très anticommuniste. Et ça, c'était les premiers laboratoires. Et il y a eu, à ce moment-là, par exemple, le gouvernement des États-Unis de John Kennedy, l'Église catholique, la maison royale de la Belgique et de l'Hollande, les rois Baudouin, s'est beaucoup intéressé à ces projets. Et les partis socio-chrétiens de l'Allemagne aussi, et de l'Italie, bien sûr, tout cela soutient ces projets. Donc c'était, et surtout parce qu'ils voulaient faire une vitrine, un modèle contre qui ? Contre celui qui avait fait la révolution en 1959. Donc les dangers étaient Fidel Castro. Donc il fallait une alternative à Fidel Castro en Amérique latine, mais une alternative populaire, pas seulement des gouvernements conservateurs. Donc le Chili a été le premier gouvernement, disons les premiers laboratoires dans ce sens.
Ensuite, la démocratie chrétienne a gouverné de 64 à 70, mais ça finit mal. Finalement, il y a peu de réformes. Le Parti démocrate chrétien est divisé entre une aile gauche et une aile droite. Voilà. Attends, peut-être souligner que donc, tu as parlé de communistes, de socialistes, de la démocratie chrétienne. On arrive à la droite. Oui, d'accord, oui. Ça va. Et, je ne l'ai pas oublié. Oui, voilà, non, je ne l'ai pas oublié. Et il y a aussi, bien sûr, une droite, mais la droite était en perte de vitesse, à un tel point qu'ils étaient très bas dans les élections, ils se sont réunifiés. Il y avait des libéraux et conservateurs qui ont fait un parti national, mais ce parti national a pris des couleurs un peu fascistes. Mais pas les fascismes qu'on peut connaître ici, Hitler et Mussolini. Les modèles étaient Franco d'Espagne et surtout Oliveira Salazar, le dictateur portugais, qui avait conçu une société corporatiste. Disons, ça c'était les modèles pour la droite chilienne. Mais à partir de ces moments-là, et c'est important, la droite commence à regarder vers les casernes. Il disait que les militaires étaient la force morale de la nation, que la nation était en dégénérescence et les militaires pouvaient la sauver. Ce sont les premiers à commencer à utiliser ça déjà avant Allende, disons à la fin du gouvernement Frei. Donc le Chili était démocratique depuis plusieurs décennies déjà. Enfin, je veux dire, il y avait des élections. On peut discuter depuis quand, mais disons certainement, il y a des gens qui disent que depuis le 19e siècle, mais certainement depuis l'année 1932. Et avant, c'était relatif, disons, il y avait quand même une oligarchie qui gouvernait, mais il y a des élections où plusieurs courants politiques participent, y compris la gauche, à partir du début des années 30. Bien que pendant la guerre froide, le Parti communiste a été mis hors la loi pendant 10 ans. Mais ensuite, il est revenu et là... Voilà. Et donc en gros, il y avait justement ces deux grands partis qui faisaient... Au Chili, il y a eu un front populaire. Donc le troisième au monde, après en 1936, c'était en France et en Espagne. Le troisième était au Chili en 1939. Et Allende était le ministre de la Santé du gouvernement. Il était médecin, donc et alors, on revient, ça c'était les premiers laboratoires. Deuxième laboratoire, c'est celle dont on va parler maintenant, donc le socialisme démocratique. Et le troisième, c'est celui qui était cité. Après les coups d'État, les militaires n'avaient pas un projet très clair, mais finalement Pinochet est poussé vers les néolibéraux et Milton Friedman arrive au Chili et finalement ils vont convaincre Pinochet d'appliquer pour la première fois dans un pays ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. C'est très intéressant parce qu'il a fallu un Pinochet pour l'appliquer. C'est pas par la démocratie qu'ils sont arrivés. Il fallait vraiment terroriser la société afin de pouvoir appliquer le néolibéralisme. L'armée était vraiment contrôlée par les États-Unis. Et quand je dis contrôlée, c'était contrôlé. Il y avait des missions militaires des États-Unis dans toutes les casernes importantes. Donc ils connaissaient les officiers, les instruisaient, voilà. Tout l'armement était acheté aux États-Unis, les officiers faisaient des cours aux États-Unis. Pardon, on peut peut-être rappeler qu'à l'époque, il y a un vrai plan global dans toute la région, pas seulement au Chili, pour contrôler tous les gouvernements et toutes les armées. Donc c'est une stratégie globale. Oui. C'est le plan Condor, c'est ça? Non, le plan Condor va arriver après les coups d'État au Chili, mais le traité d'aide mutuelle a été signé en 1947 à Rio. C'était le traité de Rio. C'est les institutions de la guerre froide. Hein. Oui. Donc, dans la guerre froide, essentiellement, il y a les armées de l'Amérique latine sont introduites par les États-Unis, et ça, c'est le traité de Rio qui introduit la notion de l'ennemi interne. L'ennemi des armées peut se trouver à l'intérieur du pays. Et ça peut être une grève générale, un syndicat, un parti politique. Donc il y a des ennemis à l'intérieur du pays. Et l'OEA, l'Organisation des États américains, et les volets politiques qui existent encore, qui est très contesté, mais enfin siège à Washington. On va peut-être revenir sur la réaction de l'oligarchie. Donc Allende a été élu en 1970, il y a déjà eu des coups d'État. Et donc, le programme américain, via la CIA, c'était faire... hurler l'économie, mais l'économie scream, c'était le mot en anglais. L'économie chilienne. Et donc, comment ça s'est passé Disons, l'histoire de l'opposition, qui va arriver jusqu'au coup d'État. Et comme je te dis, le coup d'État est présent depuis pratiquement les premiers jours. À l'époque, c'était les 60 jours où Allende est élu et qu'il assume. Comme je te disais, il y a eu 3 tentatives de coup d'État. Et les 3 montées
par l'ambassadeur des États-Unis au Chili, il s'appelait Edward Corey, qui avait à son tour, disons, une sorte de centre organisatif où il y avait des hommes politiques, dont les présidents de la République de l'époque, Frei, c'est comme ça, disons, et les ministres des Finances aussi, qui voulaient à tout prix éviter qu'Allende ne soit président, y compris par les armes, donc par les recours du coup d'État de la guerre civile. Et, alors, ça échoue parce qu'il y a une grande mobilisation, aussi parce que le chef de l'armée de terre a refusé de participer, le chef de la marine voulait, de l'aviation aussi, mais l'armée de terre est assez importante et il a été assassiné, mais finalement cet assassinat a tourné la situation contre le coup d'État, le général Schneider. Et celui qui l'a succédé, Pratt, s'était aussi opposé au coup d'État et il sera également assassiné. C'est un révélateur que les deux chefs de l'armée de terre opposés au coup d'État ont été finalement assassinés, tous les deux. Alors, après l'échec de ces coups d'État, c'est vrai que la CIA s'est désorganisée, ça existe, on le voit dans les rapports. Hein. Ils ont perdu ses contacts, ils n'avaient plus de contacts dans l'armée, les militaires qui étaient ses contacts ne voulaient plus, enfin voilà. Et il leur a fallu, ils disent, les rapports que je citais des Sénats des États-Unis, qui s'appellent Cover Action in Chile, il leur a fallu entre 6 et 8 mois pour réorganiser ses contacts. Donc la CIA avait, c'est ce qu'il appelle une antenne ou une officine à Santiago, ils vont rétablir, et finalement vers septembre 71, donc 10 mois après, ils disent qu'ils ont à nouveau rétabli avec contact avec l'armée, tout ça. Et ils vont financer l'opposition, mais surtout pour favoriser les secteurs les plus durs, parce que au moment où Allende est élu, il y avait encore la gauche qui était un bon tiers, la démocratie chrétienne qui était un petit tiers et la droite qui était un tiers. Donc 3 tiers anglo. Ce qui donnait une possibilité d'accord avec la démocratie chrétienne, en tout cas sur certains domaines. Mais l'essentiel des forces de la CIA, ça va être de renforcer les secteurs de droite de la démocratie chrétienne. Et j'insiste parce que ça on le voit des rapports, on a destiné $1 200 000, ce qui à l'époque était beaucoup d'argent, il faut multiplier par beaucoup les dollars d'aujourd'hui, les partis démocrates chrétiens. Mais en réalité, l'argent n'arrivait pas à la directive du Parti démocrate chrétien, arrivait à l'ancien président Frei et aux gens de droite qui étaient autour de lui. Et ce sont eux qui ont créé un journal, par exemple, La Prensa s'appelait-il, et qui ont acheté une radio, la radio Balmaceda. Donc ils sont équipés surtout des médias, et ils ont beaucoup financé le grand journal de droite, El Mercurio, qui est un des grands journaux espagnols, il est presque aussi ancien que Le Figaro, si vous voulez en français, il existe depuis le 19e siècle, mais c'est un journal très conservateur et il a été à la base du coup d'État. Donc, les campagnes de déstabilisation d'Allende ont été organisées à travers ce journal. Et écoutez, tout ce qui est... bon, je pense que je vais parler des choses connues parce que finalement le monde n'a pas tellement changé. Mais le système était très simple pour dire, par exemple, Allende a fait une visite au pays de Pactangán, à l'Équateur, à la Colombie et au Pérou. Et un petit avion avec des policiers civils qui faisaient partie de la protection d'Allende est tombé dans la frontière entre la Colombie et l'Équateur. Donc dans la jungle, ils n'ont jamais été retrouvés. Mais un journal colombien, El Tiempo s'appelait-il, publie une information en mettant de gros guillemets au mot, qu'en réalité, il allait fournir les FARC. Et il apportait des armes de ravitaillement pour les FARC, qui en réalité, ils sont déjà au Santiago. Les FARC, c'est la guérilla. La guérilla colombienne. Oui. Et alors, les autres... UPI, le United Press International, ne faisait que diffuser cette information qui est parue en Colombie, et au Chili, El Mercurio ne fait que reproduire un communiqué de la United Press International, et comme ça. Et c'était comme ça tout le temps. Donc la technique a été de s'aimer des fausses informations dans le journal étranger, et les journaux chiliens ne faisaient que la reproduire. Donc c'était difficile de... Et il y avait le Mercurio, mais toute la presse était aux mains de la droite, de l'oligarchie. Disons 70%. Il y avait aussi une certaine presse de gauche, mais le Mercurio était le journal de référence, c'était le grand journal. La gauche avait des petits journaux. Alors, les informations passaient dans le sens, à un certain moment, le Chili a voulu nationaliser
ITT, International Telephone and Telegraph, parce qu'il était, finalement, les systèmes téléphoniques au Chili étaient très mauvais, ils n'avaient pas suffisamment investi. C'est pour vous contrôler. Les marxismes va écouter tous les appels téléphoniques. Les projets d'éducation, c'était pour introduire les marxismes dans les écoles. Un projet de créer une espèce d'état de système de concertation, ou plutôt d'arbitrage pour résoudre les problèmes des quartiers, des médiations. Ça, c'était les tribunaux populaires, comme à Cuba, qui allaient conduire. Et donc, il y avait une campagne, mais c'était tout le temps, tous les jours. La réforme agraire était entourée de la présence des guérillas. Et il faisait tout le temps des réunions à la Chambre et au Sénat pour dénoncer des groupes. Il n'a jamais eu de guérillas dans ce sens, mais il associait, disons, les occupations des terres des paysans à des groupes de guérillas qui venaient de Cuba, etc. Cuba était un peu comme le Venezuela aujourd'hui. Et donc, et c'était tout le temps, disons, des campagnes de ce type. Et c'est vrai que c'était très difficile à contrecarrer parce que les gouvernements n'avaient pas des médias pour faire face, en tout cas, de la même taille. Oui, donc grosse pression médiatique déjà. Grosse pression médiatique. Et la crise économique, comme Nixon a boycotté l'économie, disons, on a coupé tous les prêts au Chili. Et le Chili était un pays fort endetté. La dette a été un héritage des gouvernements précédents, mais le gouvernement d'Allende devait payer. Les services de la dette faisaient à peu près un tiers des revenus en devises de Chili devait être consacré à payer les dettes laissées par les gouvernements précédents. Et en même temps, les prix des cuivres à cette époque-là ont un peu diminué. Les prix au marché international, les cuivres tranchés à Londres. Est-ce que c'était une manœuvre? Peut-être, ça n'a pas été tout à fait établi, mais disons, avant Allende, les prix des cuivres étaient 60 centimes de dollars la livre. Ça se mesure en livres, se mesure en anglais. Et après Allende, ça a passé à 47, 48 cents. Mais cette diminution pour le Chili, donc 80% de ses revenus viennent des exportations de cuivre, étaient des millions de dollars en perte. Donc, il y a des boycotts de ce type. Alors, comme d'ailleurs, je disais, les plus démunis pouvaient acheter un peu plus, notamment des aliments, l'année 72 commence à manquer certains aliments. Et la viande disparaît, on essaye de la remplacer par les poissons, parce que chez lui, il y a beaucoup de mer. Voilà. Mais parfois, l'huile, la farine, les sucres, des choses qui n'existaient pas au Chili disparaissent à certains moments. Et il y a des pénuries et des queues pour acheter ce type de produits. C'est une réalité. Et les marchés noirs, on commence à les retrouver au marché noir, plus cher, et l'inflation se déchaîne sous Si la première année, l'inflation était à 20%, aujourd'hui ça nous semble beaucoup, mais pour le Chili, très peu. Les années précédentes, le Chili était un pays à une grosse inflation, et c'était de l'ordre de 30-35 les années d'avant. Non, 20% c'était une diminution, mais l'année 72, l'inflation a été à peu près de 160%, dont les prix ont presque doublé, sous le gouvernement Allende. Mais je dirais, mais même comme ça, elle est désagréable, mais les salaires suivaient. Donc les gens gardaient son pouvoir d'achat. C'est vrai que souvent il fallait faire la queue, il y avait ce type de problème. Mais même comme ça, les plus démunis vivaient beaucoup mieux. Et une autre chose qui est très importante, c'est qu'ils comptaient. Disons, les gens sentaient qu'ils pouvaient exercer une influence sur l'avenir. Et n'était pas simplement que les domestiques d'avant, c'était maintenant un groupe social qui comptait. On traitait autrement les ouvrières et les domestiques. C'était pas quelque chose de négligeable, et maintenant on s'adressait à eux comme messieurs. Il se promenait la tête haute, on sentait qu'il comptait, il était un gouvernement, c'était notre gouvernement. Et je pense que cet élément c'est très important, parce qu'il n'y a pas que les questions économiques qui comptent. Bien sûr, elles comptent, il y avait l'inflation, il y avait le marché noir, mais les gens vivaient mieux, et surtout les pauvres. Mais aussi, pour la première fois, les pauvres comptaient, n'étaient plus quantité négligeable. Et ça, c'est très important dans la mémoire sociale. C'est ça le grand souvenir du gouvernement Allende.
Donc il y a eu les difficultés économiques, mais elles ont notamment été provoquées aussi par le fait que on a subsidié les syndicats de camionneurs pour faire des grèves. Alors, à partir de, comme tu l'as cité, d'octobre 72, donc on est... Ah, c'est à la fin seulement. Enfin, un an avant. Octobre 72, il y a une première grève générale organisée par la droite pour essayer de renverser Allende. Et c'est intéressant le concept parce qu'il essaye bien de créer des organisations sociales et de mobiliser tout ce qu'il pouvait mobiliser contre Allende. Et comme tu l'as cité, effectivement, les secteurs sociaux les plus sensibles à ça, c'était les camionneurs. Et puis, quelqu'un a bien réfléchi, parce que vous voyez, le Chili, c'est un pays de 4000 km. Et donc, c'est une longue frange comme ça, dont les transports sont très importants. C'est comme si ça allait de la Norvège au Maroc. Exact. Et avec tous les climats qu'il y a. Et donc, une grève des camionneurs, ça pouvait faire, il l'a fait, et ça pouvait faire bien du mal à l'économie chilienne. Mais en plus, les pilotes, ou une partie des pilotes des compagnies aériennes, les médecins, les ingénieurs, les dentistes, la majorité des médecins, et toutes ces catégories-là, qu'on appelait en espagnol los gremios, sont des organisations corporatives, se mettaient en grève. La moitié des étudiants, disons, parce qu'il y avait des étudiants qui soutenaient le gouvernement, d'autres moitiés pas, notamment des universités de droite, ont fait la grève de camionneurs et ont essayé de paralyser les pays. Et à ce moment-là, intervient quelque chose d'assez important, parce que dans beaucoup d'usines, les patrons disent aux ouvriers, vous savez, on est en grève, il ne faut pas travailler, vous serez quand même payé, mais on arrête pendant ce jour-là. Et dans la plupart des cas, la réaction se dit, il n'y en a pas question. On continue à travailler et on fait marcher l'usine et c'est les ouvriers qui occupent l'usine et continuent à la faire marcher. Donc il y a un documentaire que je vous conseille, il se trouve sur YouTube, ça s'appelle Les Spirales d'Armand Matelar qui raconte très bien cette partie de la chose avec des prises de l'époque, mais finalement il parle dans mai 68 à front renversé, parce que c'est les patrons qui essayent d'arrêter l'économie et c'est les ouvriers qui disent non, nous là, on va la faire marcher parce que c'est notre gouvernement. Et à ce moment-là, on crée des comités, c'est à ce moment-là qu'ils naissent les cordons industriels pour coordonner les ouvriers d'une usine avec l'autre. Et la première grève échoue. Finalement, c'est les ouvriers qui gagnent, ils parviennent à faire marcher le pays, bien qu'elle a fait du tort. Disons, les pertes monétaires étaient importantes, et les problèmes qui suivent, c'est un peu à cause de celle-là. Mais Allende ne pouvant plus, et il essaye d'arriver à un accord avec la démocratie chrétienne, même en faisant des concessions, mais la démocratie chrétienne en réalité est contrôlée par les États-Unis et dépend absolument de son financement. Enfin, la démocratie chrétienne est contrôlée par ces secteurs de droite, et ces secteurs de droite dépendent, lui, des États-Unis. Et donc, ils ne vont pas faire une politique contre celle des États-Unis qui les finance. C'est les drames des situations de Chili. Donc Allende introduit des militaires au gouvernement. C'était une manière d'élargir la base. Après la grève des camionneurs, et pour essayer de calmer la situation, il y a 4 ministres militaires, parce qu'il y avait des élections en mars 73, et pour calmer les choses. Les élections ont lieu, c'était des élections parlementaires, avec un bon résultat pour l'unité populaire, 44%. Oui, c'est moins que la moitié, mais on est dans un système présidentiel, donc comme aux États-Unis par exemple, comme dans d'autres pays. Donc au Chili, ça c'était, je pense que c'est le seul gouvernement qui après 300 a eu 44%, les autres en général avaient beaucoup moins. Donc c'était le système chilien. Et à ce moment-là, la droite ne peut pas démettre Allende pour l'accuser au Parlement, il lui fallait 2 tiers, ils n'en ont pas. Et à ce moment-là, il se tourne vers les coups d'État. Il y a une tentative de coup d'État le 29 juin 1973 qui échoue parce qu'il n'y a que quelques unités militaires qui sont impliquées, mais la plupart de l'armée ne suit pas. Il y a eu d'ailleurs un mouvement dans la marine important, c'était l'objet de ma thèse, pour essayer d'éviter les coups d'État. Mais finalement, il y a une loi qui passait qui permettait aux militaires de perquisitionner les endroits où ils pensaient qu'il y avait des armes, et ils perquisitionnent pratiquement tous les usines, les locaux syndicaux, enfin ils se tournent contre la gauche. Et puis il y a les coups d'État, et le 11 septembre 1973, où pratiquement toute l'armée, enfin l'armée des terres, la marine, l'aviation, etc.
et se tourne contre le gouvernement. Et là, le gouvernement comprend qu'il n'a plus de force, et donc Allende n'appelle pas une grande mobilisation. Il fait son dernier discours, qui est très beau, mais c'est un discours d'adieu. Et après ça, il résiste avec sa garde au palais. Et je pense qu'il s'est suicidé, bien que là, il y a des choses qui ne sont pas, en tout cas, tout à fait claires, mais enfin, mais il décide de ne pas se rendre. Donc les militaires demandent de ne pas se rendre, et il meurt parce qu'il y a coup d'État. De ne pas se rendre et de ne pas s'exiler. Et de ne pas s'exiler, exactement. Et il est mort, enfin, suicide ou pas, mais en tout cas, la mitraillette à la main, non? Et il a participé au combat. Donc il a résisté au palais, oui. Tout ça est exact. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il met fin. Et après ça, il n'y a pas une passation légale, parce que les militaires voulaient une lettre en démissionnant, comme ça ils savaient légalement les pouvoirs. Non, ils ont pris les pouvoirs par assaut, et en provoquant la mort du président élu. Et voilà, c'est comme ça qu'il termine cette expérience. Donc il termine par la force, parce que finalement l'armée chilienne a suivi les États-Unis dans ses projets. Mais enfin, je pense que ça reste une très belle expérience, et on a des leçons à tirer. Comme quoi, si on veut une grande participation populaire, il faut que l'État dispose des biens, dispose de ses revenus, et ces revenus permettent de financer des services sociaux comme les écoles, comme les pensions, comme la santé, comme la culture, et je pense que c'est ce qui reste de ces gouvernements. Oui, et surtout la grande leçon, à l'envers aussi, que les changements ne peuvent venir qu'avec une grosse mobilisation populaire active. Oui. Ah, bien sûr, mais ça il y en a eu, hein, et là il y a eu une grosse mobilisation. Il y a aussi des erreurs, par exemple, mais je ne vais pas... Je ne sais pas si on peut entrer dans les détails. Quand l'arrestation, il y a des marins qui ont été arrêtés avant le coup d'État des marins opposés au coup d'État par la marine, et je pense que le gouvernement ne les a pas suffisamment défendus, enfin, mais qui ne commet pas d'erreur. Donc, là, tu parles des erreurs stratégiques qui auraient pu empêcher le coup d'État, c'est ça? Oui. Une erreur aussi, c'est que Allende voulait convoquer un référendum au début de son mandat pour changer la constitution et imposer déjà, obtenir les institutions qu'il voulait. Donc, mais les partis de gauche n'ont pas voulu. C'est ça, hein? Comment? Dans un référendum, un référendum qui portait sur En fait, il voulait les droits de dissoudre les parlements, comme ce qui existe en France, comme en France. Et ce qui permettait de convoquer une élection parlementaire. Ah oui. Et au début, aux premières élections qu'il y a eu sous le gouvernement d'Allende, mais c'était des élections municipales, en avril 1971, la gauche a dépassé les 50%. C'est la première fois qu'une gauche obtient un peu plus que la moitié. Donc là, s'il avait eu de la chance de faire des élections parlementaires à ce moment-là, il était en majorité au Parlement. Et là c'était bien sûr autre chose. Mais enfin, la gauche n'a pas osé, les socialistes voulaient, mais pas les communistes, enfin voilà. Il y a une division dans la gauche, et finalement, ce référendum n'a pas été convoqué. C'est que maintenant, en les voyant, 50 ans de recul, il fallait les convoquer, quoi. Mais voilà. Là, Pinochet, donc, il prend le pouvoir. Normalement, on va diffuser une photo de ce monsieur pendant la vidéo, avec les grosses lunettes noires. Donc là, c'est l'oligarchie qui revient au pouvoir. Nixon et Kissinger sont contents. Et il a fallu un certain temps avant qu'ils se décident à installer le néolibéralisme, c'est ça? J'aimerais parler de quelque chose qui est arrivé tout de suite après le coup d'État, mais c'est très important en communication. Et j'ai écrit un article qui est paru sur ça au Monde Diplo aussi, c'est le plan Z. Z comme la dernière lettre de l'alphabet. Et parce que une semaine après le coup d'État, grand titre à El Mercurio, qui était le seul journal admis, gouvernement marxiste organisé un auto-coup d'État. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Les militaires ont perquisitionné dans des coffres-forts, ils ont trouvé des documents disant que le 19 septembre, qui est le jour de l'armée, il y a un grand défilé ce jour-là,
Le 19 septembre, quand les militaires défilaient, des terroristes marxistes avec des cuvins allaient faire une espèce de massacre de l'armée, et Allende allait inviter tous les hauts commandements à une gala à la Moneda, et ils s'étaient allés massacrer, et le lendemain, la République populaire de Chili serait proclamée, ils allaient modifier les drapeaux, mais garder l'étoile, il y avait des détails de ce type. Ah oui. Et, bref, et il y avait des listes comme quoi tous les opposants, les journalistes, seraient exécutés par les marxistes lors de ces sinistres plans Z. Donc on en rappellera, le 11 septembre, donc c'est le coup d'État, et le 18 septembre, c'est la fête nationale du Chili. Et ce jour-là apparaît l'information du plan Z, une semaine après le coup d'État. Et le 19, il y a un grand défilé. Donc et les matraquages, bien sûr, personne ne peut contester. On est sur dictature, les militaires contrôlent tout. Et donc, insiste, et les gens de droite, et ils commencent à dire, vous savez, j'ai un ami dans l'armée qui m'a dit que mon nom était sur la liste. Moi aussi, je serais tué. J'ai appris que... Et psychologiquement, c'était très important parce que pour les militaires, même un militaire, on pensait, un caporal, un sergent, bon, pourquoi arrêter ces gens-là qui, à la limite, a décidé politique différente, mais enfin, sinon, c'est un gentil messier. Mais après les plans Z, ces personnes-là, ils voulaient les tuer, lui et sa famille. Donc, donc ils font des gouvernements des êtres abjects. Et c'est les plans 7 qui créent les conditionnements idéologiques qui permettent de torturer et tuer. Mais il en faut un, toujours, c'est important. Donc, et il fallait ces conditions. Voilà. Et ça se répète jusqu'à la fin. Dans tous les journaux, l'histoire des plans 7, et donc pour beaucoup de gens disent, vous savez que les militaires font, il est vrai, quelques exactions, mais enfin, ils ont sauvé le Chili des plans 7 qui étaient 1000 fois pires. Et donc, c'est la grande justification du coup d'État, un grand montage médiatique. Bien sûr, tout était en faux de la A à la Z, il n'a jamais eu une enquête. Et moi, je pense qu'il faut toujours enquêter qui est l'auteur de ce truc-là. On a des indices. Et je pense que ça vient de la mission navale des États-Unis à Valparaiso, parce que c'est à la marine où ça commence à se diffuser cette idée du plan 7. Et on a copié, il y a eu quelque chose de comparable lors du coup d'État au Brésil en 1964. Donc ce n'est pas la première fois qu'il a inventé un plan sinistre pour justifier une intervention. Et je pense que ça mérite aussi un colloque, enfin je n'ai pas eu le temps de le faire, mais une étude universitaire pour comparer ces plans sinistres qui ont justifié des coups d'État. Lors de la guerre en Yougoslavie, il y a eu une opération fer à cheval aussi qui a justifié l'intervention de l'Allemagne et de l'Autriche. Enfin, ces montages qui justifient des choses. Mais enfin, il y a les Chili, l'opinion chilienne est vraiment matraquée pour les plans Z, et les militaires ont sauvé les Chili des plans Z. Et ils ont tout permis, parce que ces gens-là voulaient tuer des honnêtes personnes, ces enfants, c'était des criminels. Voilà. Et peut-être, oui. Ça fait des ennemis, des bêtes féroces, voilà. On peut taper sans pitié. Et donc, justement, tu peux nous illustrer un peu ce que représentait la dictature militaire de Pinochet, qui s'est répétée dans beaucoup de pays de la région? C'est effectivement, comme on voit, un grand mouvement populaire. Elle est extrêmement violente. Et toute personne ayant décidé de gauche, ayant participé dans ces manifs, avait risqué d'être minimum arrêté et torturé. Donc, comme il y avait tellement de prisonniers, les premiers grands centres de détention est le Stade national. C'est un gros stade où on met plusieurs milliers de prisonniers qui ont été quelques mois. Et ensuite, on commence à créer parle du stade de foot, des stades de foot, les grands stades de foot à Santiago. Ça, ouais. Voilà. Et où on commence à concentrer les prisonniers à cet stade, dans des casernes, dans d'autres types d'écoles, puis dans certaines îles au sud de Chili. Donc il y a à peu près, selon les enquêtes qui ont été faites par la suite, un peu plus qu'un millier de centres de détention. Et la plupart des gens qui ont été arrêtés ont eu au minimum de mauvais traitements, quelques coups, et beaucoup ont été soumis à des tortures systématiques. Mais les militaires au pouvoir ont dans sa tête que l'ennemi est dans l'intérieur du pays. Je ne me souviens pas, la théorie de l'ennemi interne. Donc ils sont en guerre contre un ennemi qui existe à l'intérieur du pays. Et pour obtenir des informations sur ces ennemis, c'était un peu comme la France a fait en Algérie.
Et c'est de là qui viennent des exemples aussi. Et pour combattre ces ennemis, l'information est importante et la torture est un instrument pour obtenir l'information. Et donc, il crée un réseau de prisons clandestines. Et quand je dis clandestines, c'était par rapport à leur propre légalité. Parce qu'il y avait deux grandes catégories de prisonniers, tous maltraités peut-être, mais ceux qui étaient reconnus. Son nom sortait dans ces listes, on savait qu'il était quelque part. Avec un peu de chance, les familiers pouvaient avoir des nouvelles, l'espoir qu'un jour il sortirait. Enfin, sa détention était reconnue. Mais ceux qui étaient arrêtés, et puis plus de nouvelles. On les disparus, les détenus disparus. De là, et ces gens-là, en réalité, étaient dans un réseau de prisons clandestines. Aujourd'hui, la principale à Santiago est un centre de mémoire. C'était un ancien resto italien, mais bien à l'est de Santiago, et il a gardé son nom. Ça s'appelle Villa Grimaldi. Et c'était le nom qu'il avait quand c'était un resto un peu à l'extérieur de Santiago. Et puis une autre prison clandestine, c'est la colonie allemande. Oui, là aussi, effectivement, il y avait une secte religieuse allemande, mais avec un fond nazi, qui avait acheté des terres... C'est un ancien nazi. Oui, qui avait acheté des terres, disons, 600 km, 400 km au sud de Santiago, et qui avait beaucoup de pouvoir dans la zone et qui ont contribué au coup d'État. Et là aussi, ils ont accepté des prisonniers. Apparemment, beaucoup de disparus ont disparu là. Et donc, ils ont participé aux tortures. Donc, ça donnait un film, hein, Colonia avec Emma Watson, oui, assez bien fait. Donc là, et bien d'autres, en espagnol, il y en a un sur... Oui, mais celui-là, c'est un film hollywoodien, donc, que beaucoup de gens ont vu. Et là, on voit vraiment la terreur qui a été instaurée à ce moment-là. Et donc, ça, c'est en gros une dictature où finalement, la dictature essaye de terroriser à tel point pour décourager toute opposition. Mais alors, là, tu l'as rappelé, et ça a duré, dans le fait qu'on pouvait disparaître. Et là, la dictature décidait, ce qui était censé dangereux, disparaissaient. Sont les dictatures. Aujourd'hui, on sait depuis quand ils ont été, et depuis où ils ont été finalement torturés et puis jetés à la mer. Dans beaucoup de cas vivantes, en fait, droguées mais vivantes. Quand on dit jeter à la mer, et on mettait d'ailleurs un rail de chemin de fer ici pour que les corps tombent, parce que les premiers qui l'ont jeté à la mer sont revenus à la surface. Et donc, mais jeté à la mer depuis les avions. Depuis des hélicoptères. C'était en Argentine, c'était des avions. Ah, oui. Au Chili, c'était des hélicoptères. Et donc jeté à la mer, et ça, c'est les disparus. Et c'était en général, la plupart étaient assez jeunes, entre 18 et 25 ans. Dont la plupart sont dans cette tranche-là, et qui étaient les gens qui étaient un futur prometteur, les futurs dirigeants de la gauche. Ils ont voulu exterminer ces catégories de personnes. Et ça, avec le soutien de toute la droite politique et de la droite de la démocratie chrétienne. Parce que aujourd'hui, ils disent qu'ils ne savent pas, mais non, tout le monde le savait. Voilà. Et alors... Donc les premières années étaient bien sûr les plus dures et par la suite, c'est, comme il a rappelé, ils ne savent pas très bien quoi faire sur le plan économique. Donc il y a une tendance qui est, disons, fasciste mais étatiste, un peu comme Franco. Il voulait des entreprises publiques. Oui, comme Hitler en fait. Comme Hitler. Fascisme classique, on va dire. Mais le modèle a été Franco. Et vraiment, il l'admirait plus qu'Hitler. Et là arrivent les Chicago Boys. Il y avait des profs de l'université catholique qui avaient fait ses maîtrises ou doctorats aux États-Unis et ils font venir à son maître à penser qui était Milton Friedman. Et dans une réunion qui a eu lieu à Viña del Mar en 1976, ils vont convaincre Pinochet en lui expliquant que c'est naturel, que l'offre et la demande, c'est laisser la société jouer, enfin voilà. Et finalement, c'est cet argument qui l'a convaincu, Pinochet accepte qu'il prenne les rênes de l'économie. Non sans problème avec d'autres militaires. Par exemple, il a dit finalement limoger les chefs de l'aviation qui ne voulaient pas de ça. Mais finalement, les Chicago Boys vont s'imposer. Bien sûr, maintenant, les interviewés, ils disent qu'ils ignoraient tout sur les violations des droits de l'homme. Personne n'ignorait ça et tout le monde le savait.
Et maintenant, ils ne pensaient qu'à l'économie, à pas autre chose. Enfin, maintenant, personne ne savait à cette époque-là. Et puis, voilà, bon, on ne fera pas l'histoire de la dictature, mais disons que 10 années plus tard, disons, il a fallu 10 années pour se reconstituer, il commençait à avoir des mobilisations sociales assez importantes, les journées de protestation. Pinochet doit céder des terrains, il commence à apparaître une certaine presse d'opposition. C'était en général des presses qui existaient déjà, qui avaient une existence légale, mais qui se sont agrandies en importance. Donc c'était plus difficile de les supprimer, mais les directeurs ont été arrêtés des milliers de fois, on s'était suivis, mais enfin, de manière héroïque, il y a eu une presse d'opposition. Et il y a un paradoxe, il y a eu plus de pluralisme dans la presse au Chili les dernières années de Pinochet qu'aujourd'hui. Ça, c'est le message du gouvernement Allende. Et qui est très actuel, oui. Et dont on va fêter les 50 ans, donc il y aura quelques manifestations, enfin des activités qui seront organisées pour commémorer ça. Merci beaucoup alors, merci à vous. Makasic. Et n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires pour cette vidéo. Au revoir. Merci.